Merci Madame Touré de nous accompagner au cours de ces 2 journées. Bonjour à tous. Merci à tous les professeurs d'éducation socioculturelle qui participent à ce séminaire. Merci aux jeunes, en particulier ceux du lycée du Neubourg, qui se sont levés à peu près à 4 heures du matin pour être là avec nous. Et qui interviendront tout à l'heure. Nous aurons le plaisir de déjeuner ensemble. Merci à tous les collègues et amis de l'enseignement agricole qui se joignent à ce colloque. Et un grand merci à la ministre de la Culture qui a bien voulu nous déléguer, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, Monsieur Christopher Miles à mes côtés, qui vous dira un mot dans quelques instants. Nous sommes tous très attachés à cette collaboration entre agriculture et culture, et elle se noue au sein de l'éducation socioculturelle. Alors, je voudrais vous indiquer en premier lieu que le ministre interviendra demain matin, ainsi que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame Vallaud-Belkacem, parce que les agendas ont été un peu bouleversés hier. Donc, nous allons nous adapter à ce petit changement. Donc, vous le savez, nous avions rendez-vous les 17 et 18 novembre dernier. Et naturellement, le 13 novembre, il n'était plus question de tenir notre séminaire quelques jours après. Et donc, nous avions préparé une fête. Et évidemment, ce n'était plus le temps de la fête. C'était le temps du deuil. Nous avons eu des difficultés à reprogrammer cette manifestation. Nous ne sommes pas pile dans les 50 ans. Mais je vous souhaite tout de même un très bon anniversaire et on va essayer de le célébrer pendant ces 2 jours. Alors, pour entrer en matière, je voudrais vous dire que l'éducation socioculturelle est vraiment au cœur du projet de l'enseignement agricole depuis sa refondation par Edgar Pisani dans les années 60. Et que cette éducation socioculturelle est essentielle au projet. Le projet des années 60, époque, vous savez, de la mise en place de la politique agricole commune, de la création de son fonds de financement, l'époque où on voulait installer une agriculture moderne avec des agriculteurs bien formés, préparés vraiment à exercer leur métier. Et au sein du projet, évidemment, nous avions bien sûr l'idée de lutter contre l'isolement dans le monde rural et de faciliter l'accès à l'éducation et à la culture pour tous, y compris donc pour des ruraux qui, par rapport même au monde ouvrier, en tout cas par rapport à l'ensemble du monde urbain, avait un accès quand même plus compliqué aux institutions culturelles. Donc la volonté était forte de permettre aux jeunes, même dans les territoires les plus isolés, les plus reculés, d'accéder à la fois à la formation professionnelle et à la culture, de s'ouvrir au progrès technologique et aussi aux nouvelles idées. Aujourd'hui, le monde rural est bien différent et très ouvert, évidemment, grâce notamment aux nouvelles technologies, au monde, à l'Europe. Et nous tenons d'ailleurs beaucoup à ce que la formation des jeunes passe par une ouverture internationale pour tous. Nos régions ont toutes la préoccupation partagée aussi du développement culturel, et l'accès aux ressources culturelles est tout de même beaucoup plus facile pour tous grâce aux technologies numériques. Mais toutefois, le projet de l'éducation culturelle reste vraiment au cœur de notre projet. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avons une population qui a beaucoup évolué dans nos établissements,
car, je le rappelle, nous n'accueillons plus que moins de 13% de jeunes issus du milieu agricole. Donc notre population tend de plus en plus à être plus proche de celle de l'éducation nationale. En tout cas, c'est une population très diversifiée. Alors, certains de nos élèves arrivent par choix professionnel bien défini. D'autres jeunes nous arrivent aussi par le résultat d'aiguillages divers de la vie, l'orientation, comme on dit. Et l'orientation n'est pas toujours quelque chose de choisi, c'est quelquefois quelque chose de subi. Le succès de l'enseignement agricole, c'est aussi de favoriser la réussite de tous les jeunes, ceux qui peuvent réussir brillamment, mais aussi des élèves qui sont en perte de repères scolaires, qui ont des difficultés d'insertion à l'école, et de les aider à trouver leur chemin pour s'insérer à la fois sur le plan scolaire et puis ensuite sur le plan professionnel. Et pour ce faire, nous avons un certain nombre d'atouts que vous qui enseignez dans ce système éducatif connaissez bien, en particulier la taille humaine de nos établissements, parce que chez nous, même dans les lycées les plus importants, j'ai pu constater que le proviseur du lycée connaît chaque élève par son nom, ce qui, à mon avis, doit être difficile dans un très gros lycée de l'éducation nationale. Évidemment, autre atout, les liens entre l'établissement et son territoire, parce qu'en milieu rural, le lycée agricole, c'est un vrai centre de vie et de culture. Et évidemment aussi la culture de projet, ces projets que vous montez, vous professeurs d'éducation socioculturelle, où vous accompagnez avec les élèves, leurs associations, les fameuses ALESA, dont on reparlera. Cette culture de projet, souvent montée de manière pluridisciplinaire, par des enseignants de diverses disciplines qui travaillent ensemble et avec les élèves. Et nous cultivons une culture de la réussite des élèves en nous attachant à suivre de la manière la plus individualisée possible le parcours de chacun. Donc, ces méthodes pédagogiques, avec la pluridisciplinarité, un certain nombre d'enseignements libres, des marges d'action pédagogique qui sont ménagées dans nos programmes et nos établissements, c'est ce qui a fait réagir certains enseignants dans le cadre de la récente réforme du collège, parce que ce qui est pour nous normal était pour eux une nouveauté à laquelle l'adaptation ne leur paraissait pas évidente, et je pense que ce sont quand même les recettes du succès. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, les défis restent d'accompagner chaque élève vers le succès, mais sont aussi en partie nouveaux, parce que ce que nous affrontons, c'est l'objectif d'accompagner et, si possible même, d'anticiper la transformation de l'agriculture française. Nous sommes passés de ce projet des années 60 qui était la modernisation à tout prix à la transition écologique de cette agriculture qui est notre projet d'aujourd'hui. Et nous essayons d'accompagner ce projet par l'innovation pédagogique et par toutes ces spécificités éducatives qui nous sont propres, parmi lesquelles l'éducation socioculturelle. Voilà. Alors, cette éducation, c'est quelque chose qui est vraiment emblématique de notre enseignement, qui, comme je vous le disais, est depuis l'origine de cette refondation des années 60 au cœur du projet. Et bien sûr, ça se met en place dans les établissements largement parce que la place de l'internat y est quand même toute particulière,
Une grande partie de nos élèves vivent sur ce qu'on peut appeler le campus, parce que, je le rappelle pour nos invités, un lycée agricole, c'est un lycée, un centre de formation des apprentis, un centre de formation professionnelle de jeunes adultes, souvent une exploitation agricole, bref, plusieurs centres. Et donc, l'internat, c'est le fait que l'on vive ensemble sur ce campus avec un projet éducatif aussi bien qu'un projet pédagogique. Cette éducation socioculturelle nous a beaucoup aidé à structurer ces enseignements, à également apporter un souffle de liberté dans les établissements, parce que c'est l'occasion pour les élèves de s'emparer de projets et de la pédagogie. Elle s'est beaucoup appuyée sur les grands courants de l'éducation populaire lors de sa création. Et aujourd'hui, elle est devenue une discipline à part entière, avec ses horaires réservés. Et évidemment, vis-à-vis des autres disciplines traditionnelles, les maths, le français, les sciences, etc., elle se déploie d'une manière tout à fait particulière, puisqu'il s'agit largement de projets, et pas seulement de temps de face-à-face scolaire. Il s'agit donc d'agir, de mettre en place des animations et de construire ces temps-là avec la classe, avec les élèves, et en débordant largement aussi la notion de classe. Voilà, alors on reparlera de tous ces projets pendant ces 2 jours. Quelques-uns seront présentés. Un mot de ce que l'éducation socioculturelle doit affronter aujourd'hui. Nous avons en 2015 largement mis l'accent sur le rôle qu'elle peut et doit jouer pour nous aider à bâtir la réponse de l'école aux attentats et à toutes les difficultés créées par le terrorisme. Donc, comme le disait Madame Touré en ouvrant cette journée, nous en attendons qu'elle aide les élèves à s'emparer des valeurs fondamentales de la République. Nous en attendons qu'elle les fasse vivre et qu'elle les aide à en trouver le sens dans leur vie quotidienne, parce que expliquer ces valeurs, par exemple, dans des enseignements d'éducation civique, ça reste quand même très, très abstrait et assez difficile pour les élèves de faire vivre ces valeurs. Évidemment, les professeurs d'éducation socioculturelle ne sont pas les seuls à pouvoir porter ce type de message. Ils les construisent avec les enseignants d'autres disciplines, mais nous comptons particulièrement sur eux pour ce faire. Pour terminer, parce que je comprends que nous sommes tenus par le temps, je voudrais juste profiter de la présence de M. Miles pour dire que nos liens avec le ministère de la Culture sont essentiels pour nous aider à faire vivre cette discipline. Nous avons depuis longtemps un protocole d'accord, depuis 84 en fait, hein, je crois que ça fait 31 ans, une convention qui actuellement s'appelle Alimentation Agriculture, qui permet à nos directions régionales de mettre en place des actions de terrain avec les DRAC. Nous bénéficions très largement du soutien des directions régionales des affaires culturelles. Nous avons aussi la revue Champs culturels que vous trouverez là et que vous connaissez bien. Et nous sommes très attachés à faire vivre ce protocole, à pouvoir nous appuyer sur les réseaux culturels et à travailler particulièrement avec l'appui de nos quelques centres d'art en milieu rural qui sont très importants. Donc, merci d'être avec nous.
Merci du message que vous porterez. C'est très important pour nous et pour tous les professeurs d'éducation socioculturelle qui sont ici et qui attendent votre message. Voilà, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord vous prier de bien vouloir excuser Audrey Azoulay, qui aurait voulu être parmi nous aujourd'hui et qui m'a donc chargé de la représenter. Je suis très heureux d'être ici ce matin et je voudrais vous dire pourquoi. Parce que j'ai beau m'appeler Christopher Miles, je n'ai pas grandi dans les faubourgs de Londres. J'ai grandi quelque part entre Malesherbes et Pithiviers. Et j'ai fait donc mes études, mon lycée, j'ai passé mon bac au lycée de Pithiviers, qui s'appelait le lycée Denis Poisson et qui aujourd'hui s'appelle le lycée Duhamel du Monceau, qui est un grand physiocrate que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis, je me levais le matin à 6 heures, je prenais le bus, nous traversions la Beauce, le Gâtinais. La Beauce s'arrête à Ramoulu, comme certains d'entre vous le savent, pour arriver au lycée de Pithiviers, qui était juste à côté de la sucrerie. Donc certains matins, ça sentait fort. Le lycée de Pithiviers avait un internat. Le lycée de Pithiviers n'était pas un lycée agricole, mais il y avait des enseignants particulièrement dévoués. Il y avait un professeur de français qui nous a emmenés au théâtre, qui nous a fait découvrir Peter Brook, qui nous a fait découvrir à l'époque le théâtre du Campagnol. Il y avait une professeure de physique qui donnait des cours de théâtre amateurs et 2 de ses enfants sont entrés dans l'école de Patrice Chéreau. Il y avait un professeur d'espagnol qui m'a fait découvrir Velázquez. Et cette équipe d'enseignants, vous ne constituez pas vraiment une équipe, mais ces enseignants dévoués, en monde rural, ont ouvert une porte. Et dans cette porte, évidemment, par cette porte, je suis rentré dans la culture. Certains de mes camarades n'y sont pas restés. Moi, j'y suis resté toute ma vie parce que Peter Brook m'a permis plus tard de devenir administrateur du théâtre de l'Odéon, parce que la lecture de Proust le matin dans le bus, entre 6h et 7h du matin, plutôt dans le fond pour éviter de se faire casser la figure par les grands, c'est simplement parce que la documentaliste du Centre de documentation et d'information, le CDI, m'avait dit bah ouais, Proust, pourquoi pas, si ça te tente, c'est pour toi. Et donc voilà, un lycée qui n'était pas un lycée agricole, mais un lycée dans le monde rural. Et je crois que c'est important de dire que ces 50 ans sont importants, c'est presque mon âge, et ces 30 ans aussi sont importants. 50 ans de vie, d'enseignement socio-culturel, peut-être 30 ans d'amour avec le ministère de la Culture. Dans ces 50 ans, beaucoup de choses se sont passées. Vous le savez, on a dit que c'était la fin des paysans. Peut-être la fin d'une certaine forme de paysannerie, la montée en puissance d'une agriculture différente et la formation en 50 ans d'une classe d'âge, de plusieurs générations de citoyens qui ont grandi dans cet enseignement agricole et qui peuvent en être fiers. Si on revient à Edgar Pisani, il disait « Il m'arrive de rencontrer dans la vie courante des adultes qui, venant de l'enseignement agricole, ne travaillent pas dans le domaine agricole, mais dans l'industrie, le commerce ou l'administration. Je bavarde volontiers avec eux. Ils ont une curiosité que les autres n'ont pas et ont appris à faire leçon de tout. Ils avouent continuer à apprendre. » Et je crois que le projet éducatif, socio-culturel des lycées ruraux était bien au cœur de cette pensée d'Edgar Pisani. C'est que tout au long de leur vie, les agriculteurs peuvent continuer à apprendre et qu'ils soient venus du monde rural pour aboutir ensuite dans les villes. Et on peut penser à la chanson de Jean Ferrat. Ce n'est pas du poulet aux hormones qu'ils ont mangé dans leur HLM. C'est quelque chose qu'ils ont appris au plus profond de leur humanité dans leurs premières années, de leur éducation, qu'ils ont ensuite supporté avec eux dans quelque endroit, dans quelle phase qu'ils se soient rendus. Ensuite, 3 points très rapides, parce que je crois que j'ai que 5 minutes. Premier point, l'espace rural, je l'ai dit, n'est plus ce qu'il était. Il est confronté à de nouvelles attentes, à de nouvelles populations. Mais l'espace rural a toujours été, sera toujours un espace culturel. Pour le ministère de la Culture, la dispersion du patrimoine monumental sur l'ensemble du territoire, la dispersion de la beauté de nos paysages sur l'ensemble des territoires n'aboutit pas à ce que les agriculteurs deviennent les hôteliers de l'espace rural,
les jardiniers du paysage magnifique que nous ont légué les générations antérieures, mais bien des citoyens au cœur d'une animation de ces territoires qui doivent continuer à vivre parce qu'il en fit l'essence, parce qu'il en est au cœur de l'existence, l'agriculture. Au sein de cet espace, pour la ministre de la Culture, pour notre ministère, la prise en compte des jeunes reste l'axe prioritaire de notre politique dans un partenariat avec les collectivités territoriales. Ça nous a amené, pour ce qui concerne le ministère de la Culture, après une phase d'aménagement culturel du territoire basée sur l'irrigation des territoires par de grandes institutions de création et de diffusion. On pense aux maisons de la culture dont notre ministre vient de fêter par exemple le 50e anniversaire. Encore un 50e anniversaire, celui de la maison de la culture d'Amiens. On pense donc à cette irrigation par les grandes villes ou les métropoles d'équilibre. Aujourd'hui, nous essayons de penser différemment et en liaison avec les territoires, nous essayons de mieux irriguer, mieux nous rapprocher des populations et nous avons beaucoup de projets qui en témoignent. L'un de ces projets, c'est Rurart, par exemple, dont vous allez parler aujourd'hui, qui est un centre d'art qui se développe et irrigue l'ensemble des territoires. Mais l'un de ces projets, c'est aussi une institution dont nous avons fêté récemment le 30e anniversaire, c'est-à-dire les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, qui sont présents sur l'ensemble des territoires et qui souvent nouent des partenariats avec les lycées agricoles. Deuxième point très rapide, notre partenariat, donc 30 ans, peut-être 30 ans d'amour, en tout cas 30 ans de développement intéressant, 30 ans aussi où les objectifs conjoints que nous avons mis en place ont évolué. Et ces objectifs nouveaux montrent que, à travers quelques intangibles, comme comment travailler par la culture sur la relation au vivant, nous en avons aussi de nouveaux, comment travailler par la culture sur les nouvelles mobilités, comment travailler par la culture avec vos élèves sur l'influence du numérique sur l'exercice de la citoyenneté, comment travailler par la culture sur les questions de paysage, d'architecture ou sur les nouvelles manières d'habiter un territoire. Ces nouveaux axes sont fondamentaux, sont à la fois nouveaux et dynamiques, mais ils s'insèrent dans un cadre stable, celui d'un projet socioculturel et éducatif de vos établissements, d'un projet qui favorise l'intervention des artistes et des professionnels de la culture, et d'un projet qui contribue, je crois, aussi bien à travers ce projet socioculturel qu'à travers le projet agricole de l'établissement, à l'ouverture et au rayonnement des établissements dans l'animation sociale et culturelle de leur territoire. J'en termine très rapidement. Vous êtes ce que nous aimerions qu'il existe sur l'ensemble du territoire. Cette pratique d'un projet commun porté par les professeurs d'éducation socio-culturelle qui concerne l'ensemble de l'équipe artistique, c'est ce que nous avons essayé de faire avec la classe à projet artistique et culturel, la fameuse classe APAC, qui n'a jamais vraiment pu exister, sauf à titre expérimental, dans quelques établissements. Ce que vous faites est une promesse, vous l'avez tenue. J'espère que nous continuerons à la tenir encore très longtemps ensemble. Je vous remercie.